La semaine dernière, Abdel Akbag m'a demandé si je pouvais faire en vidéo la correction d'un cas tombé en 2017. Alors j'ai pris le cas AHM23 qui est celui qui est tombé en mai, donc en métropole. Et je vais vous le présenter à travers 4 vidéos. Je vais essayer d'en faire une par jour. Tout simplement une vidéo par mission, puisqu'il y a 4 missions dans ce sujet. Alors, autant vous dire que je ne vais pas perdre de temps à trop expliquer le sujet. Je vais plutôt commenter la correction. Ça veut dire que, évidemment, il est préférable que vous ayez d'abord traité le sujet et bien lu le sujet complet avant de suivre ces vidéos. Évidemment, le sujet, vous pouvez le trouver sur Internet très facilement. Vous pouvez le trouver même sur le site officiel, sur le réseau CERTA, et vous avez tous les sujets qui sont tombés depuis le début de ce BTS. Donc faites le sujet avant de suivre cette correction. Alors ce sujet se présente en 18 pages et vous aviez 4 missions. Alors d'abord, comme tous les sujets, vous avez une présentation du contexte. Alors je vais vous résumer très rapidement le contexte. En gros, c'est une association d'aide au handicap qui gère différents sites et entre autres 2 établissements qui fabriquent des palettes. Et actuellement, la gestion de stock se fait avec un tableur et le but est de migrer donc vers une application web. Du coup, vous avez une première mission. Alors cette première mission est un peu particulière. Hein. Ce premier dossier peut paraître déstabilisant quand vous avez l'habitude normalement de traiter des dossiers qui vous demandent soit de coder, soit d'écrire du SQL, soit de faire un MCD, etc. Là, on était plus dans des questions générales, des questions de réflexion et de connaissance. Et c'était d'autant plus déstabilisant que c'était le premier dossier. Donc évidemment, vous pouvez être tenté éventuellement de faire l'impasse, je vous déconseille. Alors vous pouvez éventuellement le traiter après, mais ne faites pas l'impasse sur ce genre de dossier, c'est dommage, d'autant plus qu'il était quand même sur 20 points, ce qui fait 20 points sur 100, ce qui fait 4 points sur 20. Donc ça représente quand même un certain nombre de points, donc évidemment il ne faut pas faire l'impasse. Donc là, en gros, on est plus dans l'idée de... on va migrer la base de données, et donc il y a des questions autour de cette migration. Donc première question, on vous dit énumérer les composants logiciels types devant être installés pour la mise en production de l'application web. Alors attention, on parle bien ici de mise en production et pas d'exploitation. Donc il faut faire attention aux termes et du coup répondre exactement ce dont on a besoin pour la mise en production. Alors si vous répondez par exemple WAMP Server, c'est une mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que WAMP Server, c'est un logiciel qui permet en fait de faire des tests en local, mais qui n'est pas une mise en production. Une mise en production, c'est sur un vrai serveur. Donc il fallait déjà commencer par parler évidemment d'un serveur web. Alors je vous mets directement la réponse, enfin un exemple de réponse qu'il fallait donner. Donc il fallait évidemment parler de serveur web qui est capable de traiter des requêtes HTTP. Il fallait parler éventuellement d'un interpréteur de script, donc par exemple pour interpréter du script PHP. Il fallait parler aussi bien sûr d'un SGBD, donc du type MySQL, puisqu'on nous dit dans le sujet qu'on va passer sur une base MySQL. Et non obligatoire, on pouvait parler aussi de navigateur web, mais bon, pour la mise en production, on n'a pas forcément besoin d'un navigateur web. Mais il n'empêche que pour l'utilisation après, on en aura besoin à un moment ou à un autre. En tout cas, ce dont il ne fallait pas parler, c'est évidemment de WAMP Server, et il ne fallait pas parler non plus d'utilisation, enfin de la mise en place d'un IDE, parce que l'IDE c'est pour la création de l'application, mais pas pour la mise en production. Donc si vous parliez d'IDE, là pour le coup vous étiez pénalisé. Deuxième question, présenter les étapes nécessaires à la récupération des données depuis l'application tableur pour alimenter et valider le contenu de la nouvelle base de données. Ok, alors là en fait c'est tout simple, hein. Il faut étape par étape expliquer comment vous en tant qu'informaticien vous allez procéder pour passer donc de la version tableur vers la version base de données MySQL. Donc la première étape, ça va être donc d'exporter les données dans un format d'échange récupérable. Alors vous pouvez citer des formats, hein, CSV, XML, éventuellement JSON, TXT, etc. J'ai mis plutôt CSV en premier parce que c'est quand même un format qui est facile à récupérer dans un SGBDA. Deuxième étape, vous allez avoir besoin de créer
la base de données vide sous MySQL et éventuellement la structure et les contraintes au niveau des clés primaires et des clés étrangères. Alors on peut partir du principe aussi que la base est déjà créée, hein, puisque en fait dans le document 1 qui est présenté au niveau des annexes, vous avez la structure, hein, on va tout de suite aller voir à quoi ressemble l'annexe. Voilà, vous avez en fait la structure de la base de données. Donc on peut imaginer que la base de données est déjà créée. En tout cas, on ne peut pas vous reprocher de ne pas mentionner la création de la base de données. Mais bon, ça paraissait assez logique de mentionner. Ensuite, une fois que la base est là, eh bien, vous allez pouvoir importer les différents éléments que vous avez exportés préalablement. Donc il y a l'import dans la nouvelle base de données des données précédemment exportées. Alors normalement en respectant l'ordre des contraintes si elles ont déjà été placées, parce que vous pouvez très bien placer les contraintes dans un second temps, hein. Vous pouvez très bien d'abord créer la structure, importer les données et ensuite mettre en place les contraintes. Donc il fallait parler de l'importation. Et puis enfin, même si ce n'est pas vraiment pénalisé si vous ne l'aviez pas mis, mais c'était valorisé si vous en parliez, c'est les fameux contrôles du résultat de l'importation en comparant avec la base d'origine, par exemple par rapport au nombre d'enregistrements dans chaque table. Ces histoires de contrôle, c'est toujours bien apprécié, hein. À partir du moment où vous êtes informaticien, on attend de vous que vous ayez une attitude professionnelle, donc par défaut, hein, dès qu'on met en place quelque chose, il faut évidemment contrôler que ce qui a été mis en place fonctionne correctement. Question suivante. Proposer une solution à mettre en œuvre pour s'assurer qu'un chef d'atelier puisse modifier les informations sur le site et que le comptable puisse consulter l'ensemble des informations des deux ESAT, hein, des deux sites qui fabriquent les palettes. Alors là, on voit bien qu'on est dans le domaine de contrôle d'accès, de contrôle d'identification, etc. Donc, si je veux un peu détailler les choses, mais on n'attendait pas autant de détails, hein. Déjà, ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'on a besoin de 3 comptes qui doivent être créés, 2 pour les chefs d'atelier, puisqu'il y a 2 chefs d'atelier, et 1 pour le comptable. Ensuite, on a la partie consultation, donc la partie, on va dire, front office, qui va être accessible par login et password aux 3 comptes. Par contre, toute la partie modification, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le back-office, doit être accessible, cette fois-ci, en login password toujours que aux 2 chefs d'atelier, mais attention, suivant la connexion, les requêtes n'affichent que les informations du site concerné. Donc en gros, ce qu'il fallait surtout mettre en avant, en fait, c'est qu'il y avait à gérer une authentification et limiter les droits suivant le compte concerné. Donc on attend de vous que vous utilisiez des termes d'authentification, donc l'identification d'une personne par login et password, vérifier l'accessibilité suivant la personne, donc limiter les droits, etc. Donc on est dans des... Là j'ai pas mal détaillé, mais on peut se limiter à juste préciser qu'on a la création des comptes et que pour chaque compte, il faut qu'il y ait authentification et il faut qu'il y ait derrière donc une limitation des accès, tout simplement. Question 1.4. Présenter au comptable les arguments en faveur du maintien de cette solution de sauvegarde. Alors on parlait de solution de sauvegarde physique incrémentielle. Et donc là, le comptable, voilà. Alors, ce que j'ai pas lu, mais je vais le dire quand même, là, le comptable a entendu parler de sauvegarde différentielle. Donc là, pour le moment, il y a incrémentiel. Et il a entendu parler de différentiel et vous interroge à ce propos. Vous lui conseillez de rester sur une sauvegarde incrémentielle. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande en quelque sorte de justifier pourquoi il vaut mieux rester sur une sauvegarde incrémentielle. Donc on part un petit peu dans une idée de comparer les 2 solutions. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, dès qu'il y a une histoire de comparaison de solutions, c'est le mieux, c'est pas attendu, hein, on ne vous demande pas d'expliquer clairement, mais le mieux, c'est quand même de faire un tableau qui permet de faire une comparaison de solutions. Alors là, on va
faire monter le tableau. Voilà. Donc là, j'ai fait vraiment un tableau détaillé. Ceci dit, on n'attend pas autant que ça, puisqu'on vous demande juste d'expliquer la différence de principe. Donc finalement, la seule chose qu'on vous demande, c'est cette ligne-là, c'est la partie principe, où dans le différentiel, c'est une sauvegarde depuis la dernière sauvegarde totale, alors que dans la méthode incrémentielle, c'est une sauvegarde depuis la dernière sauvegarde incrémentielle. C'est-à-dire que vous avez une sauvegarde totale, puis ensuite plusieurs incrémentiels qui sont sauvegardés les unes à la suite des autres. Et quand on vous demande de faire une argumentation en faveur donc du maintien de la solution incrémentielle, et bien tout ce qui suffisait en fait de préciser, donc là je vais le mettre ici, voilà, ce qui suffisait de préciser, c'est que la sauvegarde incrémentielle est moins volumineuse et plus rapide. Et ça, on le voit parce que, du coup, dans mon tableau, j'ai vraiment détaillé. Hein, c'est-à-dire que là, j'ai parlé de volume, donc de plus en plus important, en particulier si les sauvegardes totales sont éloignées, puisqu'à chaque fois, une sauvegarde différentielle sauvegarde tout depuis la dernière sauvegarde totale, alors que la sauvegarde incrémentielle, elle est plus légère, puisque ça ne sauvegarde que entre deux sauvegardes incrémentielles. Rapidité de sauvegarde de plus en plus lent car le volume bien sûr augmente, et plus ou moins équivalente et courte car le volume est léger. Ensuite, au niveau de la durée de la sauvegarde et la restauration. La restauration, comment elle se passe? Eh bien, c'est la récupération de la dernière sauvegarde totale plus la dernière sauvegarde différentielle correcte. Tandis que dans l'incrémentiel, eh bien, il faut beaucoup plus de temps, puisqu'il faut la dernière sauvegarde totale, plus toutes les sauvegardes incrémentielles dans l'ordre. D'ailleurs, au passage, si jamais vous avez perdu une des sauvegardes incrémentielles, et si c'est par exemple la première, juste après la sauvegarde totale, ça pose un gros problème, puisque vous avez tout perdu jusqu'à la sauvegarde totale. Donc, l'air de rien, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux solutions. En tout cas, ce qui est plus avantageux dans l'incrémentiel, c'est qu'elle est moins volumineuse et qu'elle est plus rapide au niveau de la sauvegarde. Enfin, on vous posait en question 1.5, indiquer comment utiliser les sauvegardes incrémentielles pour restaurer l'ensemble des données en cas de perte des données contenues dans la base de données. Et bien en fait, c'est ce que je montre dans cette partie-là de tableau. Donc évidemment, vous pouvez très bien vous dire, j'ai déjà répondu à la question si jamais vous avez fait le tableau comparatif. Ne passez pas outre, répondez à nouveau à la question. Donc récupération de la dernière sauvegarde totale plus toutes les sauvegardes incrémentielles intermédiaires dans l'ordre. Alors pourquoi vous devez répondre à la question même si vous l'avez déjà fait? Parce que faites attention, le correcteur, s'il voit que vous n'avez pas répondu, il va croire que vous n'avez tout simplement pas répondu à la question, il va vous mettre 0 à la question. Quand on corrige des copies à l'examen, il nous arrive de corriger non pas dans l'ordre les questions, mais toutes les questions, la même question sur toutes les copies d'un coup. Donc il risque d'oublier que vous avez répondu dans la 1.4. Hein. Donc faites attention à cet aspect-là, répondez toujours à toutes les questions, même si vous devez vous répéter, c'est pas grave du tout. Voilà, on a fait le tour de cette mission 1, et donc je vous dis à très bientôt pour attaquer la mission 2.